Installez-vous, installez-vous. Alors, vous connaissez certainement celles et ceux qui m'entourent. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut simplement reprendre le cours logique des choses avec tranquillité? Je vous dis un mot de Christine Cabot, dont vous savez certainement qu'elle est directrice du Grand Port Maritime de Marseille. Frédéric Pradel représente Rambol, alors comment on dit, Environ ? Rambol, Société internationale de conseil en sciences de l'environnement, de la sécurité et de la santé, et Gilles Marcel, France Nature Environnement, merci d'être parmi nous, porte-parole d'un collectif de 12 associations dont vous nous parlerez tout à l'heure. C'est vous, Madame Cabot-Vorel, qui allez prendre la parole 6 minutes pour nous dire qu'il se passe des choses et qu'il y a une prise de conscience. Alors certainement, tout n'est pas parfait, on est là pour ça, mais il se passe des choses et vous allez nous les développer. C'est parti. Bonjour, bonjour à tous. Donc, bonjour mesdames et messieurs les élus. Bonjour mesdames et messieurs. Je me perds pas trop. J'ai que 6 minutes, donc je vais me concentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire, mais que fait le port? Que fait le port et que font les armateurs? Alors d'abord, il faut que vous sachiez que la qualité de l'air est la préoccupation majeure des ports et de l'association Ecoport, qui est une association des ports européens en 2016, et vous voyez que la qualité de l'air, parmi toutes les préoccupations et toutes les choses dont nous avons à nous occuper, la qualité de l'air est la première préoccupation des ports européens et bien évidemment du Grand Port Maritime de Marseille. Alors, de quoi parle-t-on exactement? Je ne sais pas à qui il faut que je fasse signe pour faire passer les slides. Voilà. Alors, aujourd'hui, au Grand Port Maritime de Marseille, nous travaillons en étroite collaboration avec les armateurs qui font escale au port de Marseille pour travailler sur cette situation de la qualité de l'air. Qu'est-ce que c'est? De quoi parlons-nous à Marseille? Marseille-Fos, nous parlons de 7500 escales. Nous parlons du premier port de France, nous parlons du premier port marchand de Méditerranée, du 6e port d'Europe. Il y a tout à l'heure un enjeu économique, on en a parlé. Il n'est absolument pas question de mettre en balance ou en affrontement le développement économique et le développement durable. On peut faire du développement économique durable ou du développement durable économique. Et c'est ce que nous nous attachons à faire au port de Marseille, accompagner les industriels et tous les clients qui sont actifs sur le port de Marseille. Madame Touras a parlé des transports terrestres, prendre en considération l'ensemble de tout ça pour aider les industriels à verdir leur action, leur activité, sans pour autant perdre en compétitivité. Voilà le challenge qui est le nôtre. Nous y sommes déjà attelés en collaboration avec RPACA depuis plusieurs années et nous allons continuer à faire ce que nous avons déjà commencé à faire. Alors de quoi parlons-nous? Ces actions pour la réduction des pollutions atmosphériques, on a beaucoup parlé de réglementation. Le cadre de la réglementation aujourd'hui, quel est-il? Il est sur la teneur en soufre du carburant en Méditerranée, en mer, de 3,5% depuis le 1er janvier 2012. Il passera à 0,5% à compter du 1er janvier 2020. Et pour les navires à passagers, nous sommes à 1,5% jusqu'en 2019. Parallèlement à ça, en ce qui concerne les ports, les escales dans les ports, tous les navires dont l'escale dure plus de 2 heures doivent utiliser du fioul à 0,1% de teneur en soufre. En revanche, il n'y a pas de réglementation aujourd'hui, sauf erreur de ma part, en vigueur sur les oxydes d'azote et les particules. Ce n'est pas pour cela qu'au port de Marseille, nous ne faiserons rien contre cela, bien au contraire, mais l'état de la réglementation, voilà où il en est à l'heure où nous parlons. Alors, qu'est-ce que concrètement on a fait au port de Marseille sur la qualité de l'air? D'abord, on en a beaucoup parlé. Il y a un armateur, la Méridionale, qui est présent dans cette salle, avec lequel nous avons travaillé pour mettre en place le branchement des navires à quai. C'est une première, ça va au-delà de la réglementation. C'est une démarche volontaire qui a été mise en place avec le Grand Port Maritime de Marseille et cet armateur. Ça fonctionne et nous avons des gains environnementaux majeurs avec, je ne veux pas vous abreuver de détails techniques, mais avec une connexion en 50 Hz, ça a son importance. Ça, c'est la première des choses qui est en place. Est-ce que nous continuons à discuter avec d'autres armateurs, notamment de ferries, pour avoir du branchement de navires à quai sur d'autres compagnies? Oui, bien sûr. Nous sommes en discussion avec eux, notamment pour les ferries. Des discussions sont déjà assez avancées avec certains d'entre eux. Et oui, la volonté est de pouvoir reproduire cette expérience qui a été une expérience concluante et positive sur le branchement des navires à quai.
On a beaucoup parlé du GNL. On a beaucoup parlé du fait que CMA-CGM a commandé ces nouveaux navires avec propulsion GNL et on les félicite parce que c'est une très bonne mesure. Et on voit que cet avitaillement GNL gagne en dynamisme. Mais ils ne sont pas les premiers. Les premiers armateurs qui ont commandé des navires au GNL, ce sont les armateurs de croisière. MSC a commandé 2 navires au GNL qui sont aujourd'hui en construction dans les chantiers Saint-Nazaire français et Costa a également commandé des navires au GNL. Royal Caribbean a commandé des navires au GNL qui sont aujourd'hui en construction dans des chantiers en Finlande. Donc les armateurs de croisière ont eux aussi pris cette démarche. Le port de Marseille est pionnier dans le lancement d'une ASIT, c'est-à-dire une action conjointe sur la mise en place des conditions réglementaires qui permettront d'accueillir et d'avitailler ces navires au GNL. Donc le port de Marseille accompagne cette démarche GNL pour les armateurs. Développer les navires au GNL pour les armateurs, ça veut dire pouvoir être sûr qu'ils vont pouvoir être opérés et être avitaillés dans les ports européens. Donc, cette démarche armateur GNL, elle doit être accompagnée par la démarche portuaire. Je me dépêche parce que j'ai beaucoup d'autres choses à vous dire. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Les scrubbers fixes. Alors, c'est une mesure qui a été mise en place par beaucoup d'armateurs. Il faut que vous sachiez que des armateurs qui sont de croisière d'ores et déjà en escale à Marseille viennent avec des navires équipés de scrubbers, qu'ils ont un programme d'équipement, que ce programme se poursuit et que le navire qui était en forme 10 ces derniers jours, le MSC Orchestra, y était pour se faire poser un scrubber. Un scrubber, c'est un filtre à particules, c'est un filtre qui lave les fumées, et donc de plus en plus de croisiéristes et d'armements équipent leurs navires avec les scrubbers, et ces scrubbers sont en escale à Marseille. Et puis le port, comme ça a été dit tout à l'heure, le port de Marseille participe à la démarche ESI, et nous récompensons avec des droits de port améliorés les navires qui sont les plus performants. Nous avons mis un indice supérieur ou égal à 35. Là aussi, c'est en avance de la réglementation. Indice supérieur ou égal à 35, ça veut dire que ce sont des navires qui font mieux que ce que la réglementation les oblige à faire, et le port de Marseille les récompense avec des droits de port aménagés. Donc ça, ce sont toutes les actions concrètes, très concrètement, ce qu'on fait. On finit tranquillement, allez-y. Slide d'après. Voilà. Études. On a lancé des études pour aller plus loin. Des études avec le pôle mer Méditerranée sur la faisabilité technique et économique d'une barge pour un scrubber mobile. C'est-à-dire qu'on viendrait placer au port de Marseille une espèce de chapeau, de filtre qui viendrait de façon mobile se positionner sur les cheminées de navires qui ne seraient pas équipés. Et puis, une étude confiée à Capingelec sur l'alimentation électrique des navires en escale en haute tension et à 60 Hz. C'est une autre difficulté technologique qu'il faudra que nous réglions, mais les études sont lancées et les résultats sont attendus dans le courant en début d'année prochaine. Voilà sur les actions qui sont à l'étude. Finalement, je suis perdue. Voilà. Partenariat avec Airpaca. Depuis longtemps, depuis 2010, dans le programme Apice, le plan de protection de l'atmosphère PPA 13, nous travaillons en partenariat avec Airpaca depuis longtemps. Et d'ailleurs, depuis 2010, les émissions de soufre au port de Marseille, aux alentours du port de Marseille, ont réduit de 40%. C'est une mesure que nous avons fait avec Airpaca. Et nous travaillons avec eux sur la modélisation pour pouvoir améliorer justement ces mesures de contrôle et ce chiffrage. C'est d'ailleurs dans le cadre du plan SmartPort que nous développons. Finalement, qu'est-ce qu'on est venu vous dire aujourd'hui très concrètement? Qu'on est là pour anticiper sur les exigences réglementaires chaque fois que ce sera possible de le faire. Que nous voulons être force de proposition de solutions techniques avec les armateurs, parce que le port de Marseille, il ne peut que travailler en cohérence avec la volonté des armateurs de faire, et je peux vous dire que les armateurs ont absolument la volonté de faire pour les côtoyer au quotidien. Travailler de façon partenariale, aussi avec Airpaca. Et enfin, l'engagement que nous prenons, c'est de communiquer régulièrement sur les plans d'action et sur les calendriers de réalisation. C'est d'une certaine manière ce que vous faites aujourd'hui, Madame Gabou. Voilà. Mais qu'on continuera à faire, même si on n'est pas invité au colloque. On aura des questions à vous poser. Merci 1000 fois pour cet exposé rapide mais précis. On va vous poser des questions. Et comme monsieur, tout à l'heure, de façon dynamique,
disait qu'il se passait des choses ailleurs, beaucoup plus. Ah ben on s'est dit, tiens, qu'est-ce qui se passe en Californie? Et c'est vous qui allez nous expliquer ce qui se passe là-bas. Est-ce que vraiment c'était plus simple pour eux? Est-ce qu'il y a une conjonction d'éléments favorables qui leur a permis de mettre en œuvre un certain nombre de choses? Dites-nous ce qui se passe là-bas, monsieur. Très bien, merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, bonjour. Je suis ravi d'être parmi vous aujourd'hui. Donc, je m'appelle effectivement Frédéric Pradel. Je fais partie de la division environnement santé du groupe d'ingénierie et conseil Ramboll. Donc, nous sommes un groupe international. Notre siège est à Copenhague. Et il se trouve que j'ai un peu plus de 200 collègues qui travaillent dans le monde comme moi sur ces questions de la qualité de l'air. Ce qui me permet de voir, je dirais depuis l'Europe, puisque moi mon giron reste l'Europe et l'Afrique, mais de voir ce qui se passe un petit peu dans d'autres régions du monde, notamment en Asie et aux États-Unis. Donc en discutant effectivement avec les organisateurs de cette manifestation à l'origine du projet, on s'est dit qu'il pourrait être intéressant d'aller voir ce qui se passe en Californie notamment. Alors, bon, comme le temps qui m'est imparti est très, très réduit, je vais aller droit au but. Pourquoi la Californie? Tout d'abord parce que c'est une région du monde où on a une forte pression réglementaire concernant la qualité de l'air. Je vais surtout vous parler de qualité de l'air dans les propos. On a beaucoup parlé de zones ECA ce matin. Je vais pas revenir là-dessus sur les questions méditerranéennes. On l'a évoqué. Sachez qu'au niveau des États-Unis, d'ailleurs aussi bien sur la côte ouest que la côte est, on est en zone effective CK et NECA. Par ailleurs, si l'on regarde les standards de la qualité de l'air, donc qui sont quelque part les valeurs limites qui réglementent les niveaux de polluants dans l'atmosphère, si je prends l'exemple des particules, voyez, vous avez ici la réglementation à droite dans le petit tableau californienne. On est en moyenne annuelle à 20 microgrammes par mètre cube pour les PM10, on est à 40 en Europe et en France, et sur les PM2,5, on est à 12 microgrammes par mètre cube au lieu de 25 chez nous en Europe. Donc tout ça pour vous dire qu'on est dans une région où on compte parmi les valeurs réglementaires les plus strictes dans le monde. Donc ça, c'était le premier point. Second point, s'il vous plaît, voilà. Et sans doute le plus important que je voulais évoquer avec vous aujourd'hui, c'est que les ports de Californie, donc on parle principalement d'Oakland, la baie de San Pedro, c'est-à-dire Long Beach et Los Angeles, et le port de San Diego, eh bien, développent depuis maintenant un peu plus d'une dizaine d'années des plans, donc on appelle des Clean Air Action Plans ou Clean Air Programs, c'est selon. On l'a un petit peu évoqué ce matin, ces questions des plans. Donc là, ce sont des plans spécifiques qualité de l'air. Vous connaissez en France les PPA, les plans de protection pour l'atmosphère. Donc, ils sont déployés à l'échelle de territoire, ce qui fait du sens de raisonner bien sûr à l'échelle d'un territoire. Là, ce dont je vais vous parler, ce sont des plans qui sont locaux, c'est-à-dire à l'échelle du port. Donc, le port s'engage à mettre en place un plan de réduction des émissions. Alors, concrètement, quels sont ces plans? Alors, les mesures, vous les connaissez. On va agir sur mettre en place des actions qui seront à la fois technologiques. Technologique, c'est quoi? On parlait du GNL, de l'électricité à quai, et puis, pardon. Mais c'est assez perturbant. Je perds le fil. C'est vrai que c'est assez exotique. C'est pas une chose que vous aviez prévue forcément. Donc 3, 2, 1, 0, respirez, soufflez, on reprend. Voilà. Non, c'est bon. Donc action technologique, oui, et puis action opérationnelle également, c'est-à-dire par exemple adopter les bonnes pratiques au niveau du port, ou par exemple réduire les vitesses, ça se fait beaucoup aux États-Unis, en Californie en particulier, réduire les vitesses de navires à l'approche. Ensuite les leviers, donc les cibles, eh bien, on va agir sur tous les gros émetteurs à l'échelle du port, donc bien sûr les navires, j'évoquais quelques actions concrètes juste avant, les bateaux dans le port, donc tout ce qui est remorqueurs, navettes, etc. Les équipements, les grues, on va adopter également les bonnes pratiques, par exemple pour tout ce qui est stockage de produits pulvérulents, le minerai, etc. au niveau des ports. Les locomotives, quand on parle de report modal, aux États-Unis, il y a des gros enjeux sur les locomotives qui fonctionnent notamment au gasoil. Et puis les camions et les véhicules, puisqu'on est souvent sur des ports qui sont très étendus, donc avec des distances parcourues par les véhicules sur le port qui sont importantes. Et donc on adopte de plus en plus des solutions assez radicales, donc du GNL, mais de plus en plus l'électricité. Vous avez une photo ici à droite, on voit des camions qui sont montés sur des caténaires. Ce qui est important également, et là je voulais aussi insister là-dessus aujourd'hui, ce sont les indicateurs.
Bon, c'est bien beau de mettre des mesures en place, mais comment on les suit? C'est-à-dire quelles sont les métriques et quels sont les outils? Alors, les indicateurs, en général, ce sont les émissions émises. Donc, combien on émet à l'année, à l'échelle du port. Quelle est la qualité de l'air dans l'environnement immédiat du port? Donc, ça, ce sont deux indicateurs importants. Et puis, en termes d'outils, ce que l'on développe de plus en plus dans ces ports, ce sont des inventaires d'émissions. Quand je dis de plus en plus, c'est depuis maintenant une bonne dizaine d'années, à l'origine même de ces plans. Ce sont des inventaires d'émissions. Alors ces inventaires d'émissions sont très importants parce qu'ils permettent d'une part d'identifier les gisements, c'est-à-dire quelles sont les sources sur lesquelles on peut réellement gagner en termes d'émissions atmosphériques. Ce sont des outils, des inventaires d'émissions qui permettent de faire de la modélisation derrière, donc d'évaluer les impacts, et puis qui donnent quelque part pour le port un tableau de bord qui va permettre de suivre au fil des ans l'évolution de ces émissions. Donc là, on s'inscrit vraiment dans la durée. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut souligner aujourd'hui. Alors tout ça, c'est très bien. Quels sont les résultats maintenant? Est-ce que ça fonctionne vraiment? Je dirais que la question est oui. Vous avez sur ces figures, pardon c'est en anglais, mais les émissions de particules à gauche, les émissions de NOx à droite. Donc depuis 2005, sur un exemple qui est le port de Los Angeles. Oui, les courbes parlent d'elles-mêmes là. La courbe en rose, voilà, est, pour faire simple, un indicateur d'activité. Donc on voit que l'activité a même augmenté depuis 2005. On voit la crise 2008-2009. Mais en tout cas, depuis 2005, l'activité a augmenté. Et on voit que les émissions de polluants ont diminué de façon drastique. On parle de 85% pour les particules, 51% pour les oxydes d'azote. On est en dessous même des objectifs fixés initialement. Et sur le slide suivant, on a la même chose pour le SO2, où on a diminué à l'échelle du port les émissions de 97%. Je ne parlerai pas du CO2 aujourd'hui, qui est une problématique un petit peu différente. Donc tout ça pour vous dire que vous voyez, les solutions techniques ne sont pas révolutionnaires, on les connaît. Monsieur Pradel, puisqu'il vous reste une minute, est-ce que vous me permettez de vous poser deux questions simples? Est-ce que ça veut dire, vous êtes en train de nous dire que les décideurs là-bas seraient plus exigeants, vertueux ou dotés d'une conscience environnementale plus affirmée, ce qui ne nous saute pas aux yeux quand on écoute aujourd'hui le premier d'entre eux aux États-Unis? Est-ce que c'est ça que vous êtes... Et qu'est-ce qui a permis tout ça? Je dirais que, si je vais résumer, c'est du pragmatisme et c'est quand même d'avoir pris la mesure des enjeux. Il y a maintenant une bonne quinzaine d'années sur ces questions-là au niveau des ports, ce qui fait qu'on arrive à des résultats dans la durée qui sont efficaces. Mais encore une fois, c'est du pragmatisme, de la mise en œuvre de ces plans et une inscription dans la durée. Sachant qu'on a des résultats, je m'arrête ici en 2015, mais on fixe par exemple, si je prends l'exemple du port de Los Angeles, émission zéro à quai au niveau des navires, émission zéro au niveau des véhicules, tout ça à échéance 2025-2030. Bien, merci mille fois de ce témoignage. Merci Monsieur Pradel. Voilà. Gilles Marcel va prendre le relais, France Nature Environnement, mais en l'occurrence aussi porte-parole d'un collectif de 12 associations dont vous allez nous parler. Allez-y, je vous en prie. J'imagine que vous allez nous dire que des choses se font, certes, on vient de l'entendre, mais pas assez vite. C'est ça? Oui. Donc c'est quand même tout de même assez... intéressant de voir ce qu'on vient d'avoir comme exposé, et donc tous les espoirs nous sont permis. Je vais rester un petit peu, vu qu'il y a la sirène qui va me courser vous avez 6 minutes, allez-y. sur le texte là. Et donc tout d'abord remercier les présidents de RPACA, Qualité-Air et aussi le conseil régional d'avoir organisé cette journée méditerranéenne de l'air qui permet aux associatifs de s'exprimer. Également, donc, remercier et saluer le travail des nombreuses associations locales qui portent ce sujet d'intérêt général depuis de nombreuses années et dont beaucoup sont présentes aujourd'hui. On a entendu leur impatience, je crois qu'elle est légitime, et ça appelle à une écoute nécessaire dans la mesure où il y a des choses qui sont dites depuis de nombreuses années. On voit là qu'il y a des solutions qui existent depuis un certain temps, et que dans la région, on est toujours en attente de les voir s'appliquer. Alors, pour que notre message soit bien partagé, je vais commencer par la conclusion. La question de la pollution de l'air est un enjeu de santé publique. C'est aussi un enjeu économique, car le coût de l'inaction se compte en dizaines de milliards d'euros. Les solutions existent et sont de différents niveaux et temporalités.
Ça a déjà été un petit peu évoqué. Il y a la question du long terme, l'alignement réglementaire de la législation des côtes méditerranéennes françaises sur la législation propre à la mer du Nord, Manche et Baltique, et la modernisation des flottes vers le gaz naturel liquéfié. Sur le moyen terme, l'électrification des quais. Et par contre, à court terme, à portée et à notre portée, c'est l'utilisation de carburants moins soufrés à l'approche des ports et à quai, une tarification incitative, ça a déjà été un petit peu évoqué, l'adhésion au programme mondial de port soutenable et aussi la possibilité de création de chartes à l'instar de Venise. Pour nous, cette journée doit être le commencement d'une vraie volonté partagée de travailler sur ces sujets dans l'intérêt général pour la santé des populations riveraines de nos ports, de notre région, ainsi que pour les passagers eux-mêmes. Nous souhaitons et demandons donc que cette journée préfigure d'autres rencontres de travail. J'avais un développement sur la partie santé, je crois que je vais l'abréger dans la mesure où il y a beaucoup de choses qui ont déjà été dites. Simplement rappeler, je crois que c'est Madame la députée qui a signalé le chiffre du Sénat, c'est juillet 2015, la pollution de l'air coûte près de 50 à 100 milliards d'euros à la France. 50 à 100 milliards d'euros. Alors on peut parler d'économie, on peut parler de rentabilité, on peut aussi regarder les chiffres tels qu'ils nous sont donnés par les gens qui travaillent sur la question. Et on peut peut-être aussi rajouter à la question de l'économie de la santé, la question de la souffrance humaine, qui n'est pas négligée. Donc ça, c'est sur le passage santé, je vais peut-être abréger un petit peu pour dire en tout cas que les éléments dont on dispose nous incitent à vouloir aller rapidement vers l'action. Le temps de l'action, elle est jugée insuffisante par le Conseil d'État. Dans sa décision du juillet 2017, elle enjoint au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour ramener les concentrations de dioxyde d'azote et en particulier fine PM10 sous les valeurs limites et demande à ce qu'un plan d'action soit réalisé pour mars 2018. Nous sommes donc bien dans le temps de l'action qui doit être, selon nous, une action collective, partagée. Ça a été dit par pas mal d'intervenants. Et pour ce qui est du réseau associatif, je ne représente pas le monde entier, mais enfin on en représente quand même pas mal. On est disponible, ça fait des années qu'on est sur les dossiers, qu'on les présente, et on aimerait bien à ce qu'ils soient pris effectivement en considération pour la vie réelle et non pas simplement à l'occasion de différents colloques. Donc, sur les demandes de notre réseau associatif pour ce qui est de la région, les associations locales, les fédérations de France Nature Environnement, qu'elles soient départementales, régionales ou nationales, portent des revendications légitimes depuis de nombreuses années sur les effets des navires sur la pollution atmosphérique. Ça concerne aussi bien les ferries, les rouliers que les navires de croisière. Bien que cette réunion ne soit pas le lieu de la décision nationale, nous tenons à rappeler la rupture d'égalité, ça a été dit un petit peu en amont, que subissent les citoyens français de la Méditerranée, la réglementation en mer du Nord ou en Manche, qui limite à 0,1% la concentration en soufre des carburants marins, ne s'applique pas en Méditerranée, où nous subissons 15 à 5 fois plus que nos concitoyens du Havre et de Dunkerque. Les citoyens de la Méditerranée sont donc en attente d'une législation protectrice qui garantisse l'égalité de traitement conformément à la Charte de l'environnement et à la Constitution. Notre réunion vise à échanger sur les actions locales. Elles sont nombreuses. Nous demandons leur inscription dans les plans climat, air, énergie territoriaux et les plans de protection de l'atmosphère. Pour les associations, les actions prioritaires immédiates portent bien évidemment sur le changement de carburant. Nous demandons qu'à l'approche des ports en zone portuaire et bien entendu à quai, comme l'impose l'ordonnance de 2015, un fioul à 0,1% de soufre soit utilisé. Cette mesure serait de nature à réduire dans un délai rapide l'effet de la pollution sur les riverains des ports. Et nous demandons à ce que des mesures indépendantes menées par RPACA et Qualitaire Corse soient réalisées avant et après afin d'évaluer l'efficacité. Prenons exemple sur la charte mise en place depuis 2007 par la ville de Venise, le port et les compagnies maritimes. Cette mesure n'a en rien fait perdre à Venise son attrait touristique, bien au contraire. Il s'agit d'en faire la promotion dans une volonté positive de promouvoir Venise comme ville propre et verte.
Terminé. On était quasiment parfait là. Alors, puisque j'ai quand même observé qu'il y a eu quelques dépassements, je termine rapidement. Vous êtes en train de négocier en fait là, c'est ça? Oui, si vous voulez, moi Allez. je suis dans la négociation, Allez-y, ça ne allez-y. me pose aucun problème. J'ai tout mon temps, je suis patient. Pour terminer, je souhaite évoquer les scrubbers. Si cette technologie peut paraître de prime abord intéressante, nous estimons qu'elle n'est qu'une solution imparfaite et incomplète. Tout d'abord, elle ne résout en rien la source du problème, le fioul soufré utilisé. Ensuite, elle ne fait que déplacer le problème. Les polluants atmosphériques deviennent alors des polluants aquatiques qu'il faut traiter. Nous estimons donc qu'en l'absence de système de traitement spécifique de ces eaux, les scrubbers n'apportent pas une solution adéquate. Et comme la forme 10 a été évoquée, nous, au niveau des associations, demandons à ce qu'il y ait vraiment des garanties de non-pollution qui soient données autour de ces travaux. Je conclus simplement pour insister sur notre volonté d'avancer vers des solutions concrètes, pratiques et réalistes pour la préservation de la santé de nos concitoyens et le développement économique et l'excellence de nos ports méditerranéens. Merci beaucoup, Monsieur Marcel. Je vous en prie. Je vais me tourner vers Twitter, donc si on pouvait donner un micro à nos opérateurs, ça serait pas mal. Mais d'abord, Madame Cabot, j'ai une question à vous poser légitime. On écoutait tout à l'heure le témoignage de Monsieur Pradel sur les États-Unis. Pourquoi diantre on ne peut pas faire la même chose en Méditerranée? Est-ce qu'il y a un contexte différent? En fait, je pense que le sujet, c'est pas de savoir si on peut ou pas faire la même chose en Méditerranée. Le sujet, c'est de savoir les réglementations, et ça a été dit tout à l'heure par Madame la députée Pitola, les réglementations, il faut qu'elles soient justes et il faut qu'elles soient appliquées partout. Et donc, il faut qu'il y ait une réglementation européenne. Il ne faudrait pas qu'il y ait une réglementation qui mette la France dans une situation de concurrence défavorable par rapport à d'autres ports européens, puisqu'aujourd'hui, quand on parle de la côte ouest des États-Unis, des entrées de portuaires en côte ouest des États-Unis, elles sont toutes américaines. Et donc, la réglementation qui est mise en Amérique s'applique de fait à l'ensemble de la façade maritime. Monsieur, vous confirmez. Donc, si on met en place des réglementations, il faut qu'elles soient en Europe faites à l'ensemble de la façade maritime européenne et qu'elles s'appliquent de la même façon partout. Voilà. Donc, c'est ce sujet d'équilibre qui est un sujet important. C'est une explication. Moi, je m'étais engagé auprès de la dame à répercuter sa question. Elle nous avait dit, moi, j'ai passé un été abomifreux, mélange d'abominable et d'affreux. Vous nous avez dit, madame, qu'il y avait un maximum de choses qui étaient faites aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pouvez répondre à madame lorsqu'elle nous dit, écoutez, vraiment là, nous, c'était pénible? Alors, évidemment que nous travaillons avec le port et les armateurs, je l'ai dit tout à l'heure, à faire tout ce qu'on va pouvoir faire pour pouvoir réduire les nuisances. Maintenant, les choses ne se font pas en un jour. Et donc, les programmes sont mis en place. Effectivement, il y a un travail qui est fait avec les armateurs pour le branchement des navires à quai, notamment sur les ferries, puisque cette dame, son problème, c'était un problème de ferries et de regroupement des ferries de manière à pouvoir faciliter le branchement des navires à quai. Quand les ferries sont regroupées, c'est plus facile pour les brancher à quai et donc pour entamer ce processus. Donc ça, c'est en cours. Alors, ça ne se fait pas, encore une fois, en 3 mois. Il faut que vous compreniez que la démarche qui est mise en place avec les armateurs et sur laquelle ils sont extrêmement volontaires est une démarche qui doit s'étaler selon un calendrier sur lequel nous, ports, nous avons pris tout à l'heure l'engagement de communiquer sur ce calendrier avec vous et de vous donner des informations sur ce qui sera fait. Donc voilà, les actions sont en cours. Ce que je voulais juste venir dire aujourd'hui, c'est que il ne se passe pas rien entre les armateurs et le port. Il se passe plein de choses. Alors peut-être que par le passé, on n'a pas communiqué de façon suffisamment claire auprès de vous. Donc on va corriger ces choses-là. Mais il faut que vous sachiez que plein de choses sont faites. J'entendais monsieur parler des scrubbers tout à l'heure. C'est peut-être pas une solution parfaite. C'est une solution imparfaite. Mais en tout cas, c'est mieux avec que sans. Et donc tout ça se met en place progressivement avec des armateurs qui travaillent aussi avec nous. Peut-être qu'on les entendra tout à l'heure pour donner leur... Mais voilà, il y a une vraie cohérence, il y a une vraie cohésion et il y a un vrai programme qui se met en place et qui se déroule. Voilà ce que je voulais surtout dire aujourd'hui. On disait avant de commencer, il faut aller vers l'idéal en passant par le réel. Le réel, il est compliqué, il est fait de législation européenne, de concurrence, etc. Je m'étais engagé tout à l'heure parce que je lui ai refusé la parole, à donner la parole à monsieur ici qui a été très patient. Vous, monsieur, oui, allez-y, je vous en prie.
Donc, et après, ne vous inquiétez pas, vous allez vous faire une luxation, mais je vous donnerai la parole. Messieurs, dames, bonjour. Donc, je serai très rapide. Je voulais juste répondre à ce qui vient d'être dit, notamment ce qu'a dit Madame tout à l'heure par rapport à la gêne occasionnée sur Marseille, notamment sur la zone par la pollution de l'air. Vous êtes monsieur par rapport à... Je m'appelle Fabrice Cuca du groupe Urba ATP. Je veux juste rappeler à l'Assemblée, parce que ça n'a pas été dit une seule fois, qu'il existe des revêtements photocatalytiques dont l'efficacité a été montrée de nombreuses fois, qui existent et qui peuvent solutionner ce genre de problème, ce genre de gêne. Qu'est-ce que c'est ça? J'ai pas compris. Ce sont des dalles qui tout simplement peuvent éliminer la pollution de l'air. Je ne suis pas venu pour faire de la publicité, pas du tout. Un peu quand même. Hein. Non, je n'ai pas donné le nom, rien du tout. Et c'est vous qui m'avez demandé le nom de l'entreprise. Mais je veux juste rappeler que dans Marseille, il y a une avenue qui s'appelle la rue de Lyon, qui est équipée de ces dalles-là. Je veux juste rappeler que informer plutôt que pendant que nous parlons, il y a 3 ouvrages de ce type qui sont en train d'être faits à Aix-en-Provence. C'est pas très loin. Pendant que nous parlons, il y a une grande place parisienne qui est en train d'être équipée de ces dalles-là. Et c'est le cas dans toutes les villes de France. Donc la technologie existe, et bien évidemment, il faut lutter contre les polluants à la source, mais il y a des solutions technologiques qui existent. On en verra cet après-midi d'ailleurs. Hein. Je voulais juste le rappeler, parce qu'on n'en a pas parlé une seule fois, donc il y a différentes manières de lutter contre la pollution. Merci beaucoup pour ce témoignage, monsieur. Je vous remercie. On va aller vers là-bas, alors s'il vous plaît, on me fait passer un micro, réflexion rapide évidemment, comme ça le maximum de personnes peuvent intervenir. Monsieur. Oui, Denis Pellicio, bon, je suis riverain du port autonome, puisque j'habite le 16e arrondissement. Grand port maritime de Marseille. Excusez-moi madame, la grandeur, je ne l'ai toujours pas vue. Mais en fait, c'est pas grave. Ce que je voulais vous dire... C'est grand quand même, attendez. Non, oui, parce que nous... Bon, on n'a rien dit là, jusqu'à présent. Allez, on reprend, 3, 2, 1, 0. Très bien, c'est madame qui m'a interpellé. Allez, on est tous d'accord, allez. Non, moi, ce que je voudrais dire, c'est qu'on a parlé des scrubbers, je veux dire de la forme 8, de la forme 9, de la forme 10, où des bateaux, je veux dire, sont actuellement en réparation, soit pour la mise en place des scrubbers. On s'est aperçu, et ça on ne l'avait pas vu lors de l'enquête publique, et je voudrais aussi préciser que l'Adréal ne l'a pas précisé non plus, c'est qu'actuellement les navires qui sont en réparation pour la mise en place des scrubbers fonctionnent toute la journée. Parce que, et là, il n'y a pas de branchement électrique. On voit tous les soirs, ce sont de gros arbres de Noël qui viennent éclairer nos côtes. Et ça, je veux dire, c'est quelque chose qui me paraît aberrant. La forme 10 vient d'ouvrir. Et je pensais que dans le cadre d'une réouverture de la forme 10, on ait pris en considération ce genre de problème. C'est-à-dire la forme 10 n'est pas équipée d'électricité. C'est-à-dire les bateaux fonctionnent pendant toute la journée, avec toute la population à bord. Et je veux dire, c'est quelque chose qui me paraît... On a bien compris votre préoccupation légitime. Mais juste une deuxième préoccupation. Non, mais c'est toujours par rapport à la pollution. L'enquête publique de la forme 9 et 10 et l'enquête publique de la forme 10 a fait apparaître aussi des COV, c'est-à-dire les composés organiques volatiles. Bon, ce qui me paraît aberrant, c'est que par le calcul, on est apprécié que les COV sur chacune des formes atteignent le minimum, enfin, tout au moins n'atteignent pas la possibilité de passer au-dessus du seuil normal. Les deux formes sont à 39 tonnes 500 de COV. Bon, bien, attendez, monsieur Pellicio, pardonnez-moi, je suis obligé de vous couper, autrement personne ne pourra parler après. Donc, il y avait une préoccupation autour de cette forme 10 dont vous dites qu'elle ne serait pas équipée comme elle devrait l'être, et puis la préoccupation des COV, c'est bien noté. Vous voulez apporter une... Non, juste pour dire qu'effectivement, le branchement des navires à quai en réparation navale est une des priorités pour le Grand Port Maritime de Marseille et que nous y travaillons et que nous aurons un programme pour ce branchement des navires dans les formes très, très rapidement. Voilà. Donc là aussi, ça fait partie des choses sur lesquelles nous travaillons actuellement et sur lesquelles nous pourrons vous apporter des solutions et des confirmations de mise en place. Monsieur, allez-y, rapidement, hein, parce qu'il y a plein de mains qui se lèvent. Allez-y. Non, c'est bon. Madame, pardon, excusez-moi. Bonjour, Céline Salès, Métropole Aix-Marseille. Je voulais savoir le coût
de ce qui avait été mis en place en Californie. Enfin, est-ce qu'on avait une idée du financement, enfin, du montage qui avait été fait? Est-ce que ça a été financé uniquement par les armateurs? Monsieur Pradel, est-ce que c'est cher de mettre en œuvre ce genre de dispositif dont vous avez montré la vertu à travers les quelques graphiques que vous avez présentés? Alors, je ne suis pas du tout un spécialiste de ces questions économiques. Comment ça, vous êtes un spécialiste? Vous m'avez dit que vous étiez un spécialiste. Des questions de la qualité de l'air, oui. Mais tout est lié, effectivement, et dans ces plans que j'évoquais tout à l'heure, ces fameux Clean Air Plans, on a effectivement des volets économiques très importants. Et il faut savoir que les financeurs de ces plans-là, qui peuvent être lourds, on a parallèlement évoqué les coûts sur la santé également, bien sont multiples. Ça va des collectivités locales, on parlait des villes, mais également le CARB, c'est-à-dire ce qui gère l'agence qualité de l'air en Californie, l'USIPA, la grande agence américaine, donc il va peut-être moins financer maintenant effectivement ce genre de questions-là, mais en tout cas les financeurs sont multiples. Et les professionnels des armateurs, etc. aussi. Toutes ces questions, en tout cas, sont intégrés dans les plans. Donc ce sont des plans globaux et ces plans sont évalués de la même façon qu'on peut avoir aussi ce type de système en France, en Europe, avec des débats publics, etc. Des périodes d'approbation de ces plans-là qui durent 2 ou 3 ans en général. Je parlais du port de Los Angeles et on va repartir sur un nouveau plan. Maintenant, ils mettent la barre encore plus haut en termes d'exigence ou pas? Oui, souvent, ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire que sur les différents postes, les navires raqués, etc., on vise l'émission zéro. D'accord. Voilà. Mais à échéance, bien sûr, de 10-15 ans. Ok. D'autres réflexions? Alors, je ne sais plus, il y a 1000 bras qui se lèvent, je ne sais pas choisir, je ne sais pas faire. Voilà. Alors, tiens, regardez, monsieur avec les moustaches, voilà, prime à la moustache. Monsieur Charles Chanu de l'association Cap au Nord et riverain du port de... Posez bien le micro contre... Voilà. Oui. Donc, voilà. Association Cap au Nord et riverain du GPMM. D'abord, je veux dire que la revendication la plus simple, c'est GNL et éventuellement soufre à 0,1%. Tout retard en la matière, ça ne relève pas du GPMM, on est d'accord. Mais tout retard en la matière fait que si vous avez différentes réglementations, nous, ici, Méditerranée, on va concentrer les bateaux les plus polluants. Au-delà de ça, je pense qu'il y a, en matière de responsabilité locale, un certain nombre de décisions qui incombent aux acteurs locaux. Et je mets dans ce groupe des acteurs locaux, à la fois bien sûr le GPMM et l'ensemble des élus. Madame la directrice de l'Adréal rappelait fort opportunément que le grand port, les ports avaient une action structurante, notamment sur les transports, sur l'ensemble de la ville. Je voudrais savoir quelles sont les études qui sont faites en matière d'impact des transports sur la pollution aérienne générée par l'activité transport du port et sur d'autres nuisances. Si vous permettez, monsieur, oui. Non pas que cette question ne soit pas intéressante, mais elle fera l'objet précisément d'un débat cet après-midi. Donc, si vous acceptez d'attendre un tout petit peu. Alors, oui. Allez-y, un élément de réponse, oui. Non, cet après-midi, on aura des éléments de réponse. Un élément de réponse quand même là-dessus, c'est pour vous dire d'abord que le Grand Port Maritime de Marseille, nous faisons la promotion du transport ferroviaire, que nous avons un programme d'investissement très important pour justement faciliter le report modal sur le ferroviaire, aussi bien à Marseille qu'à Fos, et que ces investissements, sur le projet stratégique dont on parle, on est sur un ordre de grandeur de 70 millions d'euros quand même consacrés au ferroviaire, et que le transport ferroviaire de marchandises aujourd'hui sur le Grand Port de Marseille est en croissance depuis 2 années consécutives avec une croissance supérieure à 2 chiffres. C'est-à-dire que le report modal, ça ne va jamais assez vite, monsieur, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais le report modal aujourd'hui du routier sur le ferroviaire va... Écoutez, Madame Pellissier, laissez-moi juste terminer ma phrase. Donc, ce report modal sur le ferroviaire est quelque chose qui prend de l'ampleur, prend du dynamisme, et donc en croissance, et le port de Marseille, nous le soutenons à la fois par l'investissement et à la fois par tout un tas de mesures liées à l'exploitation. J'ai une deuxième question. Oui, mais attendez, regardez, tournez autour de vous et regardez le nombre de bras. Non. Ah bon. Ce que je voudrais dire quand même, par rapport aux acteurs locaux, c'est que le Grand Port Maritime de Marseille est un acteur qui a énormément d'impact sur la pollution dans sa zone, que ce soit un impact sur la mer, sur l'air ou sur terre. En général, en France, les grandes entreprises qui ont de tels impacts ont des structures d'information ou de coordination avec les riverains. Nous revendiquons très fermement une telle structure de manière à pouvoir gérer en amont les impacts
des prévisions ou des activités du port sur la vie des riverains. Très bien. Monsieur Assante et après madame, monsieur là-bas. Alors, on y va. Oui, je vais essayer de faire le plus court possible. Robert Assante, je suis adjoint au maire de la ville de Marseille et vous avez posé une question en disant que fait-on sur les transports sur la ville de Marseille. Pour la métropole, les réponses viendront cet après-midi. Dire qu'on ne fait pas ou qu'on ne fait pas suffisamment, quand 60% du transport collectif de la ville de Marseille, 60-65%, se fait par transport électrique. On oublie que le métro, c'est un transport électrique. On oublie que le tramway, c'est un transport électrique. Vous dites, mais pour les bus, il y a aujourd'hui une ligne qui fonctionne, qui est la 82, qui est totalement électrifiée. Les véhicules sont totalement électriques, il n'y a donc aucune utilisation du fioul. D'autres lignes sont en étude et une des lignes qui aujourd'hui est arrivée à conclusion en maturité, c'est la ligne 72. C'est une ligne symbolique de Marseille qui relie les quartiers sud de la ville de Marseille au quartier nord et des quartiers nord au quartier sud. Il y a le port de Rabateau. Pour arriver directement après Plombières, c'est la prochaine ligne qui sera mise en application. Les études sont faites aussi pour essayer d'installer sur la ville de Marseille du téléphérique. Pas uniquement pour relier le port à Notre-Dame-de-la-Garde, mais pour faire des lignes intérieures. Et ça fonctionne dans le monde entier. Vous avez les études sur les États-Unis. Vous avez sans doute pris aux États-Unis le téléphérique urbain. Nous réfléchissons également pour prolonger le métro et le tramway. Dire qu'on ne fait pas n'est pas juste. Dire qu'on ne fait pas assez vite, peut-être est à retenir. Mais vous voyez au travers de cette réponse rapide qu'en matière de transport collectif non polluant, nous y travaillons, nous aurons les moyens financiers de pouvoir le mettre en application. Nous attendons que les parlementaires approuvent la mission gouvernementale pour qu'on fasse la Société du Grand Marseille qui soit uniquement appliquée au transport collectif. Et là, ce que je viens de dire, on pourra le faire parce qu'on aura les moyens financiers qui devront suivre. L'ensemble des élus travaillent à cette question, la main dans toutes les collectivités. Mais, comme vous l'avez dit tout à l'heure, pour le mettre en application, des fois c'est un peu long. Mais nous y sommes. Bien, merci. Pour le téléphérique, hier on aurait eu du mal quand même. Hein. Alors, attendez. Alors, promettez-moi... Non, mais hier on aurait eu du mal. Il soufflait... promettez-moi de faire court. Allez. Monsieur, au premier rang. Allez. Ah non, je vais me faire tirer les oreilles depuis tout à l'heure. Là. Allez-y. Après vous, promis, après. Allez-y, monsieur, allez-y. Parlez sans crainte et après monsieur. Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour Alain, ministre, directeur d'exploitation de la Corse Calinéa et président du comité des Marseillais des armateurs de France. Je voudrais remercier Madame Cabot d'avoir précisé que nous travaillons avec le port afin d'éviter toute émission polluante dans le port de Marseille ainsi que dans les ports corses. Remercier Monsieur Rousseau qui a précisé que nos navires étaient contrôlés, étaient conformes à la réglementation internationale. Et surtout, vous précisez que nos navires, quand ils sont à quai, marchent au gasoil. C'est-à-dire ce que vous avez demandé depuis 2 heures. Le gasoil à 0,1, c'est ça ? Du gasoil à 0,1. Donc ce que vous avez demandé, c'est-à-dire la zone CK, gasoil à 0,1, ce qui veut dire du 0,1. Donc nos navires à quai sont des polluants à 0,1. Tout à fait. Ce que je voulais dire aussi, c'est que la Méditerranée, c'est vaste. Il n'y a pas que l'Europe. Et les décisions qui incombent à la prise à faire une zone CK en Méditerranée, il faut aller voir en face. Et en face, c'est pas aussi facile que d'aller voir l'Europe et de dire voilà, il faut trouver une solution pour avoir une CK en Méditerranée. C'est très compliqué. Il y a la Libye, il y a l'Algérie qui s'y oppose, les Grecs s'y opposent. Donc on part de très loin. Les choses ne se font pas rapidement. On collabore fortement avec les ports, avec les chambres de commerce de Corse. Mais le contexte est compliqué, on a bien compris. Le contexte est compliqué, mais on trouve une très bonne collaboration avec le port de Marseille, les services techniques des ports de Corse du Sud et de Haute-Corse, pour trouver une solution, pour arriver à trouver une solution à polluer beaucoup moins sur la place portuaire méditerranéenne. Merci beaucoup. Monsieur à qui j'avais donné la parole avant de la lui retirer, et qui m'en a voulu, je l'ai vu dans son visage. Allez-y. Bonjour, je suis monsieur Raoul Sagakini du CIQ de Saint-Loup. Parlez près du... Voilà. Monsieur Raoul Sagakini du CIQ de Saint-Loup. Alors je voudrais savoir, est-ce qu'il est vraiment nécessaire d'attendre 3-4 ans la construction d'un bateau équipé de GNL ? Est-ce qu'il n'est pas possible, les bateaux existants, de les équiper de moteurs auxiliaires qui soient beaucoup moins polluants pour entraîner les générateurs quand ils sont taqués ? Est-ce qu'on pourrait... Oui, allez-y. C'est une solution qui est prise par certains armateurs. Et donc, nous allons d'ailleurs
très prochainement accueillir dans le port de Marseille un navire de croisière qui sera effectivement branché sur un générateur au GNL. Donc, ce que j'essaye de vous dire depuis tout à l'heure, c'est qu'il y a un panel de solutions techniques, que les solutions techniques ont chacune des avantages et des inconvénients, qu'elles doivent s'adresser à différents types de navires, à différents types de trafic, à différents types de temps de stationnement, de temps d'escale dans les ports, et donc que tout ça se construit entre l'autorité portuaire que je représente et les armateurs qui travaillent, comme ça a été dit tout à l'heure par Corsica Linea, mais d'autres armateurs de croisière, à mettre en place des solutions techniques, celles qui seront le plus... Madame Pellissiou, je vous jure, vous êtes dans l'oreille, je vous jure, c'est... Non mais attendez. Donc, et donc ces solutions techniques différentes, adaptées à chaque armateur, à chaque type de navire, à chaque filière, on les met en place petit à petit en accompagnement avec les armateurs. Donc ce que vous dites, monsieur, est une solution qui est choisie par certains armateurs. Et d'ailleurs, d'ici la fin du mois de novembre, nous aurons une escale à Marseille avec un navire qui sera branché au générateur. Donc il n'y a pas une solution miracle, il y a un panel de solutions qui se mettent en place. On a MSC dans la salle, il y a des contraintes économiques fortes. Parce que là aussi, j'ai dit tout à l'heure dans mon exposé, aider les industriels et les armateurs à verdir leur activité sans perdre leur compétitivité, c'est un enjeu aussi pour nous tous. Que nous dit M. Herminio Esquena? Monsieur, il est là, M. Esquena. Attendez. Un petit mot encore. Non, parce que... Non, parce que... Juste pour venir apporter de l'eau au moulin à M. Assante, je rappellerai que la taxe carbone avait pour but de financer les transports publics et que l'autre ministre de l'Environnement, Mme Royal, a royalement supprimé. Ça, c'est fait. Bon, M. Herminio Esquena, et MSC, il est où? Parce que là, vous parliez de navires de croisière, il se trouve qu'on a un armateur, il est là. Donc, vous êtes montré du doigt. Voilà, bon, là, vous êtes venu, vous avez la parole pendant 2 minutes pour nous expliquer si vous faites vraiment ces efforts-là qu'on attend de vous. En effet, j'ai souhaité venir déjà en tant que président de CLIA France, c'est-à-dire l'ensemble des armateurs de croisière qui opèrent notamment ici à Marseille, mais aussi, bien évidemment, en Méditerranée et dans le monde. Il se trouve que je représente également le groupe MSC, donc je vais essayer d'apporter un éclairage aussi par rapport à la question qui a été posée. Mais ce que je tenais à dire, et plutôt à souligner, cela a été déjà fait, mais ça ne fait que conforter mon plaisir d'être parmi vous, c'est que l'industrie de la croisière est un acteur de cette réflexion qui, dans l'introduction qui a été faite par les 2 présidents, doit être collégiale. Alors qu'on a eu le sentiment, et d'ailleurs même cette matinée par moment l'a prouvé, qu'on pouvait nous regarder vous-même. Vous dites, on vous montre du doigt. Eh bien, non. Mais pas parce qu'on ne veut pas. C'est tout simplement parce qu'on est avec vous. On est dans la réflexion. Et d'ailleurs, certains qui m'ont précédé ont bien souligné aussi que nous avons été capables d'être en anticipation de cette réflexion. Puisque le GNL, c'est quelque chose qui est déjà en cours chez les armateurs de croisière. Or, déjà en cours, ça veut dire que la décision a été prise bien avant que ces réflexions qui vous Parce qu'il y a une inertie entre la décision et la mise en œuvre. C'est combien d'années avant de... Il y a aussi des études technologiques. Il faut aussi que les dispositifs soient présents. Alors, je ne vais pas rentrer dans des détails sur lesquels d'autres plus compétents que moi pourraient apporter des éclairages plus précis. Mais quand tout à l'heure on rappelait que les scrubbers, en effet, ils ne sont pas parfaits. Ils ne le sont pas, certes, mais ils l'étaient encore moins il y a quelques années, parce qu'ils ne prévoyaient qu'un circuit ouvert. Or, le scrubber, et là je reprends, si vous voulez, la casquette MSC, qui s'installe en ce moment en forme 10, dont je salue néanmoins les performances, puisque la reprise de cette activité industrielle à Marseille est quelque chose dont MSC est fier, et j'espère aussi également beaucoup de Marseillais. Mais enfin, le scrubber, qui est d'ailleurs un dispositif français qui s'installe en ce moment, c'est une amélioration technique de sa propre performance, parce qu'aujourd'hui, il permet un circuit fermé. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut que les avancées technologiques soit accompagné par la volonté industrielle. Je crois que la croisière est un exemple majeur, toutes filières confondues, où on n'a presque pas besoin de ce type de sollicitation, puisqu'on est capable de les anticiper. Et cela va juste aux contraintes, ou plutôt aux améliorations aux dispositifs légaux. 2020, on passera au 0,1, c'est déjà le cas, ça a été rappelé quand on est taqué, mais on passera au 0,1
au 0,5 tout court, c'était quelque chose qui était prévu en 2022. C'était un acte volontaire. Donc vous êtes en train de nous dire que vous avez anticipé à bien des égards, que vous n'êtes pas parfait mais que vous faites au mieux et que de toute façon cela se joue en équipe et on a bien compris le message. Merci beaucoup de ces éclairages. Est-ce que vous acceptez, mesdames, messieurs, d'être très court? Et vous pouvez aussi interpeller celles et ceux qui étaient avec nous ce matin sur la tribune, ils sont dans la salle. Hein. Allez-y. Monsieur. Oui, bonjour. Daniel Moutet, président de l'association Défense et Protection du littoral du golfe de Fos. Je voudrais dire d'abord que le GPMM Marseille, c'est pas que Marseille, c'est Marseille-Fos. La plus grande majorité d'escales, c'est quand même à Fos-sur-Mer. Alors c'est vrai que le golfe de Fos-sur-Mer est assez grand, mais c'est tous les habitants du pourtour du golfe de Fos qui subissent la pollution. C'est pas que Marseille intramuros au bord. Il fallait le préciser, vous avez raison. Ça, je tenais à le préciser. Ça, c'est dit. Marseille, c'est quand même le premier port de France. 6e port européen, seulement c'est le dernier port branché autoroute, le port de Marseille-Fos. Branché autoroute, oui, c'est une départementale qui accueille le port de Fos à conteneur, une départementale. Donc il faudrait quand même s'assurer qu'il y ait un branchement autoroute au départ de Fos, véritablement. Et non pas que les camions mettent 2 heures pour aller rejoindre l'autoroute A7 au départ de Fos. 2 heures. Et les citoyens qui suivent ces camions-là suivent toute la filée de camions pour aller prendre l'autoroute à Salon. Donc c'est quand même infernal, très infernal. Ce que je voulais dire aussi, c'est que suite à ça, la pollution que nous subissons, c'est à travers les camions, c'est à travers les industries. Donc Fos-sur-Mer, le golfe de Fos est énormément touché par cette pollution. Merci, voilà ce monsieur. que je voulais dire. Merci de votre témoignage, monsieur. Alors, il y avait le président aussi qui voulait s'exprimer, si vous voulez bien, monsieur Alphonse. Oui, merci. J'en prie. Je vais faire comme tout le monde, je vais poser mes questions dans le fond, puisqu'on est là pour ça. Toutes les journées ne se ressemblent pas sur un port. Une journée du mois de novembre à Bastia, c'est 2 rotations jour. Une journée du mois d'août, c'est 30 rotations jour. Donc c'est déjà pas pareil. Et ensuite, quand il y a un grand Mistral, j'imagine que les conditions de dispersion ne sont pas les mêmes que quand on est dans une situation anticyclonique ou quand on voit arriver des nuages de particules depuis le désert et que la pollution portuaire va venir aggraver une situation d'alerte en matière de qualité de l'air. Alors est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer qu'en liaison, les autorités portuaires, les associations de qualité de l'air, d'avoir quand même un focus sur les journées problématiques et faire en sorte que non seulement le stationnement des bateaux à quai se fasse au fioul à basse teneur, mais aussi toutes les manœuvres d'approche et de départ du port ces jours-là, c'est-à-dire ça peut représenter peut-être 30% des rotations, alors j'imagine, mais je crois que c'est quelque chose qu'on pourrait mettre en place dès ce soir, si on se met d'accord, c'est en cela que c'est important, et faire en sorte que les épisodes très pénalisants au moins disparaissent rapidement, quand le trafic est annoncé très intense, quand les conditions météo sont annoncées très anticycloniques, en plus ces jours-là en général la mer est calme, donc on a des conditions de navigabilité et de sécurité assez faciles à remplir. Voilà, donc est-ce que ça semble possible, Madame Gabot? Ce soir, hein? Alors ce soir, peut-être pas. Après, c'est une réflexion qui me semble être tout à fait pertinente, mais encore une fois, moi je suis désolée, je redis toujours la même chose. On ne peut rien faire sans le concours de l'ensemble des parties prenantes, c'est-à-dire les armateurs. C'est-à-dire que tout ce qu'on va pouvoir mettre en place comme solution intelligente, comme solution qui font gagner du temps, comme solution qui... Et tout à l'heure, j'ai dit que les armateurs qui font escale au port de Marseille et le port de Marseille, notre souhait aussi, c'est d'être en anticipation sur les réglementations. Le branchement des navires à quai en est une preuve évidente. Tout le monde balaye ça d'un revers de main comme si c'était quelque chose de naturel. C'est un engagement volontariste de la part de la méridionale et de la part du port d'avoir été en avance de phase sur la réglementation pour pouvoir permettre cette expérimentation et pouvoir donner envie à d'autres armateurs de ferry de s'accrocher aussi sur ce même sujet et d'y travailler ensemble. Bon, donc il y a un vrai volontarisme, ça c'est une chose en anticipation.
Ce qui est proposé par monsieur, pourquoi pas, nous pouvons en discuter, mais encore une fois, le regarder en coopération avec les armateurs et de voir comment faire pour que des choses comme ça soient mises en place. Je rappelle que le 0,1%, il est en place pour les navires en escale de la réglementation déjà, je l'ai dit tout à l'heure, donc pour qu'il n'y ait pas de malentendu. Et évidemment que s'il y a des solutions assez simples de mise en œuvre et qu'on peut y travailler avec les armateurs, moi, je dis pourquoi pas le regarder et pourquoi pas voir ce qu'on peut faire. Mais ça ne peut se faire qu'avec la participation active et la coopération des armateurs. L'autorité portuaire, nous sommes là pour faire le lien, pour coordonner ces actions avec eux. Bien, encore quelques questions. Monsieur, au deuxième rang. Après, j'aurais bien aimé qu'on s'adresse aussi aux médecins qui sont dans la salle. Ça m'intéresserait aussi. Oui, Richard Ardouin, France Nature Environnement PACA. Là, je réagis à une certaine naïveté que j'ai entendue tout à l'heure au sujet des navires qui arrivent sur la Méditerranée. J'ai entendu qu'il y avait le correspondant de CSC, le Pascal Lota, son navire amiral, c'est un navire déclassé de la Baltique. Donc il faut quand même en être conscient. La deuxième chose pour être constructif, se met en place une activité marine de déconstruction sur la forme 10, ce qui est fondamentalement louable, plutôt que de les déconstruire sur nos bateaux qui ont été construits en France sur les plages indiennes. Toujours est-il qu'il faudrait quand même que ça se fasse dans le respect des normes environnementales, et encore qu'il n'existe pas d'effet de seuil pour l'atteinte à la santé publique quant aux polluants. Donc là, ce qui serait souhaitable, c'est que les associations, les fédérations soient un peu associées aux études, aux réflexions qu'il y a à mener quant à la maîtrise des polluants, notamment des coves, puisque actuellement le cahier des charges n'est pas très contraignant à ce sujet, et également, plus généralement, puisque c'est aussi sur les eaux usées, également le cahier des charges n'est pas très contraignant. Voilà, donc je pense que le Grand Port de Marseille a un rôle à jouer d'animateur quant à la mise en œuvre de solutions vertueuses. C'est dit. Allez, derrière, et après je poserai une question à un médecin. Bonjour à tous, je m'appelle Yanni Abbas, je suis membre du comité paritaire d'hygiène et de sécurité du bassin ouest, et je voulais échanger avec vous sur une problématique qui nous concerne en tant qu'aconnier des DARS. Donc nous, on exploite un terminal à containers, on est exposé occasionnellement à des fumées d'émanation de nauséabondes durant notre exploitation. Donc on travaille en étroite collaboration avec la capitainerie ici présente et RPACA sur des solutions qui nous permettraient de surveiller ces expositions occasionnelles. Mais on commence à se retrouver dans un entonnoir où on se retrouve limité en moyens et en constatation sur ce type d'exposition. Et je voulais savoir quels sont les moyens à disposition lors de ces événements imprévus. Qui est en mesure d'apporter une réponse à ce sujet, ou en tout cas... Je pense que monsieur fait référence à des événements météorologiques qui combinent c'est sur le sujet des industriels qui sont présents sur le golfe de Fos, je suppose. Et donc là-dessus, encore une fois, les industriels qui sont sur le golfe de Fos, peut-être n'en parlent-ils pas assez. Il y en a peut-être ici qui sont dans la salle. Ils font beaucoup d'efforts. On a créé une plateforme d'innovation qui s'appelle Picto, qui est une plateforme qui regroupe les industriels qui sont présents sur Fos. Un des sujets de cette plateforme, c'est de travailler ensemble pour réduire les nuisances qui sont liées à l'activité industrielle. Et moi, je peux vous dire que les industriels font beaucoup de choses. Malheureusement, les industriels sont en général pas des grands communicants. Et nous, on les encourage à communiquer sur tout ce qu'ils font, parce qu'ils en font beaucoup, et notamment sur les industriels qui sont présents à Fos. Donc, qui puissent dire ce qu'ils font, et qu'il puisse y avoir un vrai dialogue qui se mette en place, et de voir comment on peut travailler ensemble pour réduire les impacts éventuels qui peuvent avoir lieu dans certaines occurrences très précises. Alors après, tout à l'heure, Madame Touras l'a dit,
l'ADREAL est là pour s'assurer que les réglementations sont suivies. Et je peux vous dire que les 100 inspecteurs de l'ADREAL qui font leur travail le font bien. Et que les industriels, et peut-être on peut lui donner la parole, les industriels sont contrôlés. Et donc, on est dans un monde qui est aujourd'hui déjà extrêmement réglementé. Et c'est tant mieux. Mais l'ADREAL fait son boulot. Madame Thouars, visiblement, ce commando de 100 contrôleurs fait bien son travail, mais on ne peut qu'entendre le témoignage de monsieur qui nous dit, moi, écoutez, par moments, c'est très pénible. Hein, je voulais juste... ça marche, hein, ça marche. Oui. Juste confirmer que sur les COV, qui sont effectivement moins réglementés que d'autres émissions polluantes, on est en train, nous, l'ADREAL, de discuter avec les représentants des entreprises dans le secteur de l'étang de berre, on va dire au sens large, pour justement pousser une réglementation spécifique et pouvoir avoir des plans d'action là avec pareil des mesures, des contrôles, etc. avec les entreprises. Pour ça prend baisser du temps les évidemment tout ça. Bon, voilà, ça prend du temps, il faut discuter et puis après il faut mettre en application, etc. Parce que monsieur est jeune et pour l'instant encore en pleine forme, mais non mais je rejoins si quand ça même, continue, ça va pas durer. Oui. Non mais je rejoins quand même qu'il y a une vraie réalité sur effectivement faire baisser les émissions de COV sur les industriels. Moi, des médecins sont dans la salle, je le sais. On m'a parlé du professeur Charpin. Est-ce qu'il est là? Il est là, le professeur Charpin. Bonjour, professeur, pneumologue, allergologue, hôpital Nord, président de l'association Prévention Pollution Atmosphérique, hein, c'est ça? Qui n'est pas représenté en Corse, ni dans le sud-ouest de la France. Non, je suis pneumologue parce que le dernier filtre de l'air que nous respirons, ce sont nos poumons. Ouais. Alors, je me situe un petit peu en décalage avec ce que j'ai entendu ce matin, parce qu'on a parlé des pointes de pollution, des pics de pollution, de circulation alternée. En matière de santé, ce n'est pas ça qui compte. Le rapport de Santé publique France, qui a été publié l'été dernier, montre que 93% de la mortalité prématurée est due à la pollution de fond. Donc, les médecins de santé publique ne sont pas séduits par ces réglementations de circulation alternée, parce que ça met encore une fois l'accent sur la pollution de crise, alors que ce qui est important, c'est ce qui se passe justement entre les pics de pollution. Alors, qu'est-ce qu'on fait? C'est-à-dire que c'est tout au long de l'année qu'il faut travailler, pas uniquement quand... Évidemment, c'est plus difficile. Hein. On comprend que les gestionnaires et les politiques soient plus à l'aise dans la gestion. Mais vous constatez un progrès ou pas Oui, alors il y a un progrès. On l'a dit ce matin, Madame la directrice de l'ADREAL l'a dit. Nous avons fait l'année dernière une grande enquête au niveau des écoles de la ville de Marseille avec des mesures de la pollution extérieure, de la pollution intérieure, avec la ville de Marseille, avec la région. Et on constate indiscutablement une baisse très significative à la fois des polluants particulaires et des polluants gazeux. Et d'ailleurs, le laboratoire central de surveillance de la qualité de l'air en France a publié il y a quelques jours un rapport qui montre de façon indiscutable, si on regarde les choses sur le long terme, une amélioration significative, très ça, significative. C'est général. On est capable de dire c'est d'affecter au port ou pas au port, enfin à l'activité maritime, parce que le port, le pauvre, et au reste de l'activité, c'est compliqué. Oui, bien sûr, tout ça est parcellaire. En sciences de l'environnement, on a un nouveau concept, qui est un gros mot peut-être, qui s'appelle exposome. Et on veut dire par là que ce qui compte, c'est le cumul des expositions que chacun reçoit tout au long de sa vie. Donc c'est vrai que c'est difficile d'isoler la responsabilité d'un ou l'autre, et ça montre encore une fois l'importance du partenariat et des actions qui sont à mener dans tous les secteurs. Merci beaucoup. Madame Andrieux-Semel, est-ce que vous êtes ici? Vous êtes là. Qu'est-ce que vous nous dites? Vous nous écoutez tout à l'heure. J'ai vu que vous preniez des notes. Qu'est-ce que vous nous dites? L'Agence régionale de la santé. Alors déjà, je voulais saluer la dynamique qu'il y a sur la thématique, parce que c'est la première fois que je participe à ce sujet, et puis saluer la mixité à la fois de l'Assemblée et de la tribune. On se dit les choses, hein. Ça n'est pas forcément le cas partout, donc bravo.
Je trouve que la santé est déjà bien développée dans l'ensemble de vos propos et le professeur Charpin a rappelé vraiment l'essentiel, c'est-à-dire la nécessité, je pense, dans toutes les politiques publiques, notamment les politiques en matière de transport et sur les ports également, de mettre vraiment le cap non seulement sur l'environnement, sur l'économie, mais également sur la santé. Et il me semble que les chiffres aujourd'hui parlent d'eux-mêmes, puisqu'on a une étude récente de l'université, de l'Institut de recherche allemand de Rostock, qui montre que les impacts des ports en Europe sur la santé sont de 60 000 décès par an et 58 milliards d'euros par an. Alors, c'est moindre par rapport à l'impact de la pollution atmosphérique en général, mais je voulais souligner que même si c'est moindre, la surface en fait d'impact est quand même très importante. Ça veut dire que la surface d'impact, et les populations concernées par les émissions des ports sont sur une surface moins importante. C'est ça que je voulais dire. Donc, on a vraiment des zones, à mon sens, d'inégalité de santé autour des ports qu'il va falloir traiter. À ce titre, la stratégie nationale de santé, donc, qui est actuellement à la consultation, donc je vous propose d'y contribuer si vous souhaitez que ces sujets soient mis à l'ordre du jour, met en évidence l'importance de créer des environnements favorables à la santé. Et je pense que toutes les solutions que vous proposez, et les acteurs sont nombreux, vont contribuer à créer des environnements favorables à la santé. Il me semble que ce que l'on peut faire, si on a du retard peut-être par rapport à d'autres zones d'Europe et dans le monde, c'est de s'illustrer éventuellement sur les aspects santé. Donc pourquoi pas, aujourd'hui, dans le cadre des politiques de transport de la ville de Paris, il y a un accompagnement qui est fait sur l'évaluation des bénéfices en santé de ces politiques. Pourquoi pas sur un port qui serait quelque part la figure de proue en Méditerranée de cet aspect santé et émission des ports. Et encore une fois, je pense que nous allons tous dans le même sens aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une conjonction des politiques, qu'il s'agisse de la lutte contre le réchauffement climatique, qu'il s'agisse de la transition écologique et solidaire, qu'il s'agisse des politiques de santé. Donc voilà, l'Agence régionale de santé sera votre partenaire et je peux vous dire que Claude Darcourt, qui est mon directeur général et que je représente, je vous prie de l'excuser, il ne pouvait pas être là aujourd'hui, a une fenêtre dans son bureau qui donne. Et oui, c'est ce que j'allais dire, vous êtes directement concerné. Et donc ça ne lui a pas échappé. Et moi j'ai des directeurs adjoints, directrices adjointes qui sont à vélo, donc qui vraiment sont engagés, y compris dans le faire, sur la réduction de ces pollutions atmosphériques. Donc nous souhaitons effectivement qu'on puisse, et là j'en fais appel à l'INERIS qui propose cette étude, être partie prenante, que ce soit les médecins ou l'Agence régionale de santé, de ces études, de façon à mettre en évidence les bénéfices apportés sur la santé des populations qui sont vraiment tout à fait à proximité de ces lieux-là. Merci beaucoup, monsieur le député. 1 minute et après on ira tranquillement. Alors attendez, je sais qu'il va y avoir des frustrations, mais il y a encore cet après-midi durant lequel vous allez pouvoir vous exprimer. Il y a entre midi et 2 quand même un moment où on va partager et vous pourrez aussi vous exprimer et interpeller celles et ceux qui sont venus sur cette tribune. Monsieur le député. Alors, très rapidement, et je salue la qualité des échanges également. Moi, ce qui m'a étonné, je suis député depuis quelques mois maintenant, depuis juillet. Ce qui m'a étonné en abordant cette problématique de la pollution maritime, c'est l'impact sur la santé, tel que vous l'avez rappelé, 60 000 décès au niveau européen, que la pollution maritime pouvait engendrer. Alors j'entends le fait qu'évidemment, c'est au niveau européen que ça se décide. Et là, je suis tout à fait d'accord. Et sur l'idée là de rupture d'égalité entre le nord et le sud, notamment des Européens que nous sommes. Il me semble toutefois qu'un axe n'a pas été exploré, j'en ai pas parlé tout à l'heure parce que j'aime bien parler de choses qui ont fonctionné et pas de ceux sur quoi je travaille, mais ce qui n'a pas été exploré jusqu'à présent, c'est cet impact santé. C'est-à-dire que lorsqu'on négocie avec les autres pays sur la zone ECA, on négocie sur, les activités économiques, l'impact ou non-impact que cela aurait sur nos ports. Là, on n'est plus là-dessus. Moi, je fais souvent le parallèle de ce qui se passe ici sur ce qui s'est passé par rapport à l'amiante. On est là sur un problème de santé publique majeur. Et je pense qu'au niveau européen, et ce que je suis en train d'explorer avec le ministère de l'écologie, on pourrait tout à fait imposer, et non pas négocier avec les États, mais imposer au niveau européen le fait qu'on passe au moins à 0,1 de manière rapide,
avant de passer à cette transition énergétique via le GNL. Alors, on n'est pas sûr, je vous le dis, on n'est pas sûr d'y arriver. Je le disais tout à l'heure, tous les acteurs, y compris le port, donc c'est pour ça que je salue aussi les actions qui sont faites au niveau du port, même s'il y a énormément de choses à faire, tous les acteurs sont OK sur le fait qu'il faut aller vite, sauf que là, on est sur quelque chose il ne faut même pas aller vite. On est déjà en retard d'au moins une guerre. Il faudrait déjà que ce soit imposé au jour où je vous parle, là, au moment où je vous parle, il faut déjà que les Européens soient imposés. La question, c'est comment est-ce que l'on fait pour l'imposer de manière pérenne sur la zone Méditerranée. Et lorsque j'entends les armateurs nous dire la Méditerranée, c'est évidemment l'Afrique du Nord et l'Europe. Sauf que les marchandises, elles viennent surtout, elles font nord-sud ou sud-nord. Elles font rarement Maghreb-Maghreb. Et donc si nous, on impose au niveau européen ces normes-là, elles s'imposeront de fait pour les navires qui viennent sur nos côtes. Donc je reviendrai vers vous lorsque j'aurai des résultats, mais j'espère y arriver à terme. Merci. Merci beaucoup, monsieur Marcel. Et puis après, on conclut. Alors, allez-y. Simplement un mot, enfin 2 mots. On a beaucoup parlé du Grand Port de Marseille maritime. Il y a quand même la zone entière du littoral qui est concernée, Nice et Toulon, ne pas l'oublier. Enfin, pour ce qui nous concerne. Et la Corse. Non, mais je parle avec ma casquette fédération oui, régionale, moi, donc je ne veux pas empiéter, mais bien entendu, il y a le reste de la façade méditerranéenne. Voilà. Et donc, je ne me limite qu'à mes prérogatives. Et je n'oublie pas, ce que je veux dire, c'est que le débat quand même est très centré Grand Port Maritime de Marseille et que c'est un petit peu dommage parce qu'il y a d'autres problématiques aussi à aborder, même si l'ampleur du Grand Port, c'est quelque chose évidemment notable. L'autre point, on est dans une période, là, je disais peut-être transitoire, je ne sais pas, mais l'appel que je voudrais lancer là, c'est la capacité à intégrer le monde associatif en amont, parce que tout ce qui se dit quand même a été apporté par des acteurs associatifs qui ont dénoncé un certain nombre de choses. Quand ils dénoncent, quand ils attaquent simplement le fait qu'on n'applique pas des règles, des lois, on est mis parfois en cause, y compris par des institutionnels. Et donc, ce que je voudrais quand même profiter de l'occasion de dire, c'est que si on veut progresser sur ces problématiques-là, ça a été rappelé sur la partie santé en particulier, il faut le faire avec l'ensemble des acteurs, et le monde associatif est capable d'entendre et de dire des choses, mais a besoin aussi d'une véritable prise en considération et non pas simplement de faire valoir à l'occasion de tel ou tel colloque. Voilà. Merci simplement beaucoup. ce que je veux dire. Monsieur, un mot, et après Monsieur Galaise conclut. Oui, juste un mot, justement, dans cette logique de conclusion, et pour apporter des éléments de réponse à la question de Madame tout à l'heure, je vous invite à aller voir sur Internet ces plans américains que j'évoquais, hein, qui sont complètement publics. J'ai oublié de préciser que la plupart d'entre eux se font dans une démarche volontaire, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas imposés par la réglementation, le driver réglementaire étant à la fin qu'il faut respecter les standards qualité de l'air. Et encore une fois, allez voir ces plans, vous verrez dedans ces volets économiques, les différentes actions qui sont mises en place, l'évaluation des impacts, et également tout un tas de projets périphériques, c'est également intéressant, de recherche, R&D, je parlais notamment tout à l'heure de l'électrique sur les camions avec les nouvelles piles au lithium, etc., qui drive quand même une économie locale de recherche qui est également très intéressante et qui participe à l'amélioration du contexte qualité de l'air. Merci beaucoup. Nous aurons cet après-midi, un café d'addition. Nous aurons cet après-midi l'occasion de nous exprimer. Donc ne me faites pas, j'ai déjà le mauvais rôle depuis ce matin, quand je vais raconter ça en rentrant chez moi, on ne va pas me croire. Donc nous allons conclure cette matinée et M. Galaise, qui nous écoute et qui prend des notes et qui a gratté et qui a travaillé, va se mettre sur ce magnifique manche debout et nous dire ce qu'il a retenu de cette matinée dont vous vous accorderez à dire qu'elle est quand même assez riche en échanges.